une de l'actualité ce soir, François Compaoré, le principal suspect dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, a bénéficié d'une liberté provisoire ce matin. Arrêté hier à Paris en provenance d'Abidjan, le petit frère de l'ex-président Blaise Compaoré ne pourra cependant pas quitter le territoire français. Il est réclamé par la justice burkinabé. Dans ce journal, les précisions du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Et puis dans ce journal également, il y a 3 ans, le Burkina Faso se soulevait contre le régime de Blaise Compaoré qui tentait de se maintenir au pouvoir après 27 ans de règne. Un soulèvement réprimé dans le sang avec son lot de destruction de symboles de l'État. 3 ans après, comment le pays se remet de cet épisode? On en parle dans cette édition. Dans cette édition, le poste de ministre de la Culture n'est plus vacant dans le gouvernement Paul Kabatieba. Le ministre s'appelle Issoufou Sawago. C'est un enseignant du secondaire et ancien secrétaire général du PARA, le Parti pour la Renaissance nationale. Son parcours politique à suivre dans ce journal. Et dans ce journal au Kenya, sans surprise, Uhuru Kenyatta remporte la présidentielle kenyane avec un score stalinien de 98,26%. C'est le résultat définitif officiel annoncé ce lundi par la Commission nationale électorale. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, François Compaoré, le petit frère de l'ancien président Blaise Compaoré, a été finalement arrêté hier et en provenance d'Abidjan, mais aussitôt mis en liberté provisoire ce matin. Cependant, François Compaoré ne pourra pas quitter le territoire français avant l'examen de la demande d'extradition formulée par la justice burkinabé. La justice burkinabé réclame François Compaoré. Pourquoi? Les détails avec Draman Guéné. François Compaoré n'aura fait que 48 heures entre les mains de la justice française. C'est la loi française qui est ainsi faite. En matière de mandat d'arrêt international, la loi française prévoit 48 heures pour entendre l'inculpé. Après donc l'avoir entendu, François Compaoré est mis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant l'examen de la demande d'extradition. Au Burkina, la loi en matière d'extradition, nous avons 20 jours. Et lorsque une personne est interpellée dans le cadre d'une demande d'extradition, la procédure, on maintient la personne 20 jours durant en attendant que, en détention, en attendant que la procédure de demande soit examinée par la chambre d'accusation. Chez eux, c'est 48 heures qu'on doit présenter. Donc, ça vous dit que dans le cadre de ces procédures, vous avez les procédures propres à la France en ce qui concerne les demandes d'extradition, et vous avez bien entendu les accords de coopération que le Burkina a signés avec la France dans le cadre des demandes d'extradition. François Compaoré est interdit de quitter le territoire français avant la réponse à la demande d'extradition. La procédure d'extradition, elle, est déjà enclenchée avec une demande formulée par la justice burkinabé qui sera transmise aux autorités judiciaires françaises. À l'heure actuelle, je puis vous dire que nous avons pratiquement achevé la demande d'extradition qui contient l'exposé des faits, les articles pertinents qu'il faut, et puis bien entendu, autre argument que nous avons développé pour demander que M. François Compaoré puisse comparaître ici, parce que il y a certains pays qui refusent d'extrader pour telle ou telle raison. Mais je pense que nous avons ficelé le dossier et nous pensons que, en tout cas, notre demande va être examinée et nous osons croire que les autorités françaises vont écouter attentivement ce que nous allons plaider pour nous accorder l'extradition de M. François Compaoré. La procédure suit son cours normal. Les jours à venir vont donc nous situer si oui ou non François Compaoré sera remis à la justice burkinabé. Justement, finalement, François Compaoré pourra-t-il être remis à la justice burkinabé? D'ailleurs, est-il en liberté provisoire avec toutes les contraintes imposées par la justice française? Le ministre de la Justice, René Bagoro, relativise et apporte des précisions. Daouda Ouattara, Zoubaviel David Dabiri. 24 heures après son arrestation, François Compaoré est libre de ses mouvements selon son conseil Pierre-Olivier Sûr. De quoi estomper l'enthousiasme des Burkinabés et pris de justice pour le journaliste Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune. Mais pour le garde des Sceaux burkinabé, c'est une liberté conditionnée qui n'entame en rien la sérénité du dossier. Selon la loi française, l'intéressé qui est interpellé peut être gardé jusqu'à 48 heures,
avant d'être présenté devant le juge. Donc il a été présenté. Alors il a été mis en liberté pour les raisons principales suivantes. Liberté surveillée, sous surveillance, contrôle judiciaire. C'est que le juge a estimé qu'il y a un domicile en France, à Paris, il présentait des gages suffisants de représentation en justice. Mais comme je vous l'ai dit, la chambre de l'instruction a pris bien sûr un certain nombre de mesures pour empêcher l'intéressé de se soustraire à la justice. Et nous avons formulé notre demande d'extradition. Vous savez que... Mieux, selon René Bagoro, la procédure de demande d'extradition est en marche et les autorités françaises en seront incessamment saisies. Depuis que nous avons été donc notifiés, la partie judiciaire, vous savez que dans la matière, il y a deux situations. Bien évidemment, les juges, ils font leur travail et lorsqu'ils finissent, ça doit aller par voie diplomatique. Donc, vous savez que hier, c'était jour non ouvrable, mais depuis ce matin, donc, le juge en charge du dossier a travaillé et les documents relatifs à la demande d'extradition ont été préparés. Ça a été transmis au ministre de la Justice que je suis. Alors, je les ai transmis au ministre des Affaires étrangères pour que les autorités françaises soient saisies. Et dès ce soir, les autorités, bien sûr, sont en train d'être saisies. Mais de la demande formulée aux autorités françaises à l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso, il y a un pas à franchir, les procédures judiciaires. Nous avons une convention en matière de coopération judiciaire qui nous lie avec la République française qui date de 1961. Et au regard donc de cette convention de coopération, dans une pareille situation, nous disposions de 20 jours pour pouvoir introduire notre demande d'extradition avec toutes les pièces nécessaires. Mais nous l'avons fait ce soir. Ça, c'est pour élever les équivoques. Ce n'est pas parce que le Burkina n'a pas envoyé une demande d'extradition qu'il a été mis en liberté. Parce qu'on ne pouvait pas envoyer une demande d'extradition avant qu'il ne soit arrêté. C'est les procédures françaises comme ça. Et le ministre de rassurer, le Burkina Faso usera de tous les moyens du droit en vue d'obtenir l'extradition de François Compaoré. Et toujours selon René Bagoro, des experts burkinabés sont déjà à pied d'œuvre pour y arriver. Je pense que ça permettra aux autorités françaises. Dans l'actualité ce soir, en octobre 2014, une insurrection populaire chassait Blaise Compaoré du pouvoir qu'il occupait depuis 1987. Blaise Compaoré, malgré ses 27 ans de règne, tentait de se maintenir encore au pouvoir. Mais les Burkinabés n'entendaient pas les choses de cette oreille et l'insurrection populaire qui a suivi a donc provoqué le départ de Blaise Compaoré du pouvoir. Retour sur les faits avec Nyarki Teda. Le stade du 4 août est rempli, recto verso, en haut et en bas. Le débat est clos. Recto verso, c'était le vocabulaire de l'année 2014 au Burkina. Tout est parti de cette déclaration lâchée à Douri dans la capitale du Sénat. Si sur une question il n'y a pas de consensus au niveau national, le peuple sera appelé à dire ce qu'il pense. Donc le peuple sera consulté sur la question s'il y a nécessité. C'est une déclaration provocatrice aussi de l'opposition politique burkinabé déjà sous le qui-vive. Elle déballe alors ses batteries et entre en scène le 18 janvier 2014 par une marche de protestation. Une marche à laquelle participent les RSS, Roch, Salif et Simon qui venaient de quitter leur parti, le CDP, pour allier l'opposition. Un test qui s'est avéré concluant. Dès lors, ce sont des marches et contre-marches. Anti et pro-référendum, chacun de son côté bat le rappel des troupes. Le 31 mai 2014, l'opposition remplit le stade du 4 août pour un meeting historique. Le carton rouge de feu Ama Arba Diallo n'a entamé en rien la volonté farouche des pro-référendums et de leurs champions de faire aboutir leur projet. En tout cas, le 21 juin 2014, la majorité répond à l'opposition. Elle fait elle aussi le plein du stade du 4 août et les positions se radicalisent. Un groupe de médiateurs dirigé par l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo s'autosaisit. Cette médiation accouche d'une souris. Blaise Compaoré jusque-là, qui échangeait avec les acteurs par stade interposé, instaure un dialogue entre l'opposition et la majorité en fin septembre 2014. C'est un dialogue mort-né. Il prit fin le 6 octobre 2014 et mène dos à dos les protagonistes. Le président du Faso a demandé aux deux co-présidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées.
Le prétexte est tout trouvé pour aller au référendum. Et le Conseil des ministres du 21 juin 2014 trace la voie à suivre. Le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum. La loi en question doit être soumise au vote le 30 octobre 2014 à l'Assemblée nationale. L'opposition politique lance une vaste campagne de désobéissance civile. Le 28 octobre 2014, l'opposition proteste vigoureusement par une marche et menace de passer à la vitesse supérieure. Elle s'organise mieux pour empêcher à tout prix la session consacrée au vote du projet de loi. La suite, on la connaît. L'Assemblée nationale est saccagée et brûlée. La télévision et la radio nationale ont également subi la furie des insurgés. La loi est retirée, les manifestants campent sur leur position. Blaise Compaoré instaure l'état de siège et tente dans un sursaut de reprendre la main par un discours de 3 minutes à la nation sur les antennes d'une télévision privée. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. En ce qui me concerne, je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu. Le peuple n'a visiblement pas été compris. La confiance n'existe plus. Les manifestants intensifient la mobilisation. Blaise doit partir. Le 31 octobre, enfin, Compaoré déclare la vacance du pouvoir. Là encore, le début d'un feuilleton, la bataille au pouvoir s'ouvre. 5 présidents en 4 jours, la transition va s'ouvrir tout de même après un balbutiement inédit. Cette transition se fera sans Blaise Compaoré, poussé à la reddition par la rue après 27 ans de règne sans partage. Que d'actes et de paroles qui ont rythmé la vie sociopolitique au Burkina en 2014, dont les 10 derniers jours du mois d'octobre ont failli basculer le pays dans le chaos. Une insurrection populaire réprimée dans le sang par la garde rapprochée de Blaise Compaoré, le régiment de sécurité présidentielle et la justice burkinabé souhaitent entendre le chef de corps de l'ex-RSP à l'époque des faits, qui n'est autre que Yacouba Isaac Zida. Draman Guéné. Au tribunal de grande instance de Ouagadougou, le dossier de l'insurrection populaire de 2014 a atteint sa vitesse de croisière en juillet 2016 avec la publication du rapport de la commission d'enquête. 3 juges d'instruction sont donc commis à la tâche, mais leur tentative d'accéder aux informations relatives à la disposition des troupes au moment des faits est restée vaine. Ils ont émis des correspondances qui sont restées sans suite. Ils ont voulu situer des responsabilités, retracer le parcours, connaître qui commandait qui faisait quoi, qui était situé où. Ils n'ont pas eu de réponse. Donc ils étaient bloqués. Il a fallu que nous recevons en juillet 2016 le rapport de la commission d'enquête qui a vraiment boosté l'instruction, parce qu'avec l'exploitation de ce rapport, nous avons pu recueillir des informations utiles quant à pouvoir avoir déjà les noms des premiers responsables, le lieu de positionnement des différentes unités. C'est dans ce sens qu'il est nécessaire pour la justice d'entendre le général Yacouba Isaac Zida, chef de corps du RSP au moment des faits. L'instruction a donc adressé une demande d'entraide pénale à la justice du Canada, où réside Zida, au fin de l'entendre. La demande a été émise récemment. Elle doit être transmise par voie diplomatique. Et il faut que les autorités canadiennes reçoivent. Et si les autorités canadiennes donnent suite favorablement, parce qu'il faut leur accord, je crois que les magistrats burkinabés, accompagnés de leurs greffiers, effectueront un transport au Canada pour poser certains actes nécessaires à la suite de la procédure. Mais en attendant d'avoir la version de Yacouba Isaac Zida, le dossier avance bien. 17 personnes sont aux arrêts pour essentiellement des faits d'assassinat, de tentatives de meurtre, de coups et blessures volontaires. Les 3 juges d'instruction ont eu à poser 96 actes d'instruction. Notamment, ils ont eu à inculper 17 personnes qui sont sous mandat de dépôt. Ils sont détenus à la MACO. Et ces 17 personnes sont essentiellement des membres de l'ex-RSP. Ils ont eu à auditionner beaucoup de témoins, des parties civiles, des ayants droit. Le dossier de l'insurrection populaire est géré à 2 niveaux. Les ex-ministres, au regard de leur qualité,
sont du ressort de la Haute Cour de justice. Les militaires et les civils qui ont posé des actes répréhensibles relèvent du tribunal de grande instance pour juste la phase de l'enquête. Après l'enquête, le tribunal de grande instance va transmettre le dossier à la chambre criminelle de la cour d'appel pour le jugement. Et puis des nouvelles des victimes et blessés de l'insurrection populaire. Lassina Soma est une victime à Banfoura de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Il a reçu une bouteille de gaz en feu sur son pied, une blessure qui a causé une année blanche pour l'enfant qui faisait la classe de CE2. 3 ans après, il porte toujours les stigmates de la blessure. Bilidou Bazongo et Ali Traoré sont allés le voir pour nous. Voici leurs nouvelles. Il n'avait que 9 ans lorsqu'il a reçu une bouteille de gaz en feu sur son pied le 31 octobre 2014. Lassina Soma fait partie des victimes de l'insurrection. Et 3 ans après, il s'en souvient comme si c'était hier. On ramassait le maïs dans la cour et je me suis caché pour suivre mes camarades. Ils ont escaladé le mur de la concession du maire pour ramasser des objets et moi, j'étais arrêté. La maison était à feu et à sac et quelqu'un a jeté une bouteille de gaz au feu qui m'a blessé. Conséquence, Lassina a repris la classe du CE2 parce qu'il n'a pas pu terminer l'année scolaire. Cette période fut un véritable calvaire pour le petit et sa famille. C'était pas facile. J'étais enceinte et Lassina ne pouvait pas marcher. Vraiment, ça m'a trop fatiguée. Nous, on a pris comme son papa même, vous-même vous venez de voir, il ne travaille pas. Donc c'est nous qui sommes chargés de ça. On a pris pour l'amener à l'hôpital. Donc on a fait les soins. Et si on vous a donné quelque chose? Donc on a donné 75 000 francs. Donc, et après on a donné 300 000 francs. En plus de cette aide, l'enfant a été fait chevalier de l'ordre national. Et 3 ans après le drame, les stigmates de blessures sont toujours visibles. Je veux qu'on m'aide pour ma scolarité. Pour moi, bon, si on pouvait les soutenir pour ces études, bon, c'est ce que je disais, son papa ne fait rien. Bon, puis le petit a redoublé. Bon, son niveau même a baissé. Donc, je ne sais pas si on ne la pousse pas là, on ne nous aide pas là. Ça sera pas facile. La famille Soma espère que cet appel trouverait une oreille attentive pour un meilleur avenir de Lassina. Les symboles et autres édifices de l'État ont aussi fait les frais de l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'Assemblée nationale, par exemple, à Ouagadougou, n'a pas échappé à la furie des manifestants. Le bâtiment a été incendié et mis à sac. Et pour garder tout cela dans la mémoire collective des Burkinabés, un projet de musée existe depuis 3 ans. Mais où en est-on aujourd'hui avec ce projet? La réponse avec Roger Bembamba et Omar Zombré. Le projet de construction d'un musée et d'un monument de souvenir des luttes du peuple burkinabé sur l'emplacement de l'ancienne Assemblée nationale avance bien. Selon le président de l'association Mémoire et Conscience, initiatrice de ce projet, un accord de partenariat avec l'Assemblée nationale a déjà été signé. Dans le projet de départ, il était prévu que la future et l'ancienne Assemblée nationale se côtoient, mais compte tenu de l'espace disponible, cette idée a connu une petite modification. L'Assemblée nationale a obtenu un terrain à Ouaga 2000 pour la construction de la nouvelle Assemblée nationale, ce qui donne plus d'espace pour le musée et le monument du souvenir. Donc, nous n'aurons plus ce que nous appelions une réalisation intégrée, mais souvenir et devenir, mais nous aurons sur ce lieu la mémoire des luttes du peuple burkinabé. Si le projet n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, la première phase, celle de l'appel à idées, est déjà terminée. Les résultats sont connus et les 3 candidats les plus créatifs ont été primés. Cette étape, aussi importante que les autres à venir, ouvre le chemin pour la suite. Nous avons, pour lancer le concours d'architecture, c'est à ce stade que nous sommes actuellement, nous avons demandé à l'Assemblée nationale de nous fournir les documents fonciers et nous devons avoir un état de la situation exacte du bâtiment.
pour que les architectes puissent voir est-ce que telle ou telle chose peut être conservée ou doit être consolidée, etc. Donc, l'Assemblée nationale nous a fourni pas mal d'informations, mais les architectes ont demandé d'autres informations que l'Assemblée nationale est en train de collecter. Dans le règlement de ce concours d'architecture internationale, il est stipulé que les cabinets internationaux s'associent à un architecte burkinabé afin d'y prendre part. Et à l'issue de ce stade, un appel à contribution volontaire sera organisé afin de récolter les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ce grand projet. L'Assemblée nationale est d'accord pour nous accompagner. Ça veut dire que de l'argent public sera mis dedans. Mais ce que nous voulons en plus, c'est que c'est un musée des luttes du peuple burkinabé. Il faut que le peuple burkinabé se l'approprie. Dans quelques mois, quelques années, cela dépendra de beaucoup de facteurs, dont la générosité des Burkinabés. De cet hémicycle, aujourd'hui, vestige d'une démocratie qui a monté toutes ses limites sous l'ancien régime, sortira un complexe monumental. Selon ses initiateurs, en plus du musée de la civilisation et du monument, il y aura un espace de récréation. Un rêve, un projet que les Burkinabés ont hâte de voir se concrétiser. À Bobo-Dioulasso, lors des événements, les populations saccagées des domiciles de certains dignitaires du CDP et même des édifices publics, la mairie et le palais de justice ont été touchés par les manifestants furieux. 3 ans plus tard, quels sont les sentiments des Boboulais? Retour avec Rachid Sawadgo. 3 années avant aujourd'hui, il présentait un autre visage. Il abritait l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. Mais il a fallu un événement, l'insurrection populaire. 2 dates, les 30 et 31 octobre 2014, pour qu'il reste désormais abandonné à lui-même. Il a subi la colère des manifestants furieux, sortis pour exprimer leur ras-le-bol contre l'ancien parti au pouvoir. Et après 3 années, les souvenirs demeurent. L'insurrection est venue dans un contexte où le peuple était très en colère et ils se sont vite s'attaquer aux édifices publics. Et toute chose que nous déplorons aujourd'hui, puisque nous pensons que les édifices publics sont déjà des acquis. Il faudrait que les citoyens burkinabés comprennent que tout ce qui est édifice public vient d'abord de sa propre sueur et que plus jamais ce genre d'actes ne se reproduisent pas. Mais aussi, interpellation est faite aux gouvernants de ne pas vraiment aussi essayer de défier la colère du peuple. Ce n'est pas de gaieté de cœur que des gens fassent ce genre de truc. Autre lieu, même réalité. À l'instar de la mairie, le palais de la justice de Bobo-Dioulasso n'a pas été épargné. Tout dans le bâtiment a été consumé par le feu des manifestants, motivés plus que jamais. Dans le contexte qui a prévalu à ces actes, même s'il demeure évocateur et témoin du sentiment des populations, il n'en demeure pas moins qu'ils ont engendré de nombreuses difficultés aux populations quant à l'établissement de certains documents administratifs. En attendant la réfection ou la réhabilitation de la mairie et du palais de la justice de Bobo-Dioulasso, ces sites demeurent entre autres des poubelles pour certains, des coins de repos ou de passe-temps pour d'autres. En attendant, 3 ans après, la commémoration de l'insurrection populaire est dans l'agenda du gouvernement burkinabé et pour cela, je reçois le ministre en charge de l'administration territoriale. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de venir nous donner des informations sur la commémoration officielle de l'an 3 de l'insurrection populaire. Cette année, comment les choses vont se passer? Merci, vous faites bien de parler de la commémoration officielle parce que nous avons reçu également des initiatives de structures associatives et même de partis politiques, de structures partisanes qui ont des initiatives pour commémorer ce 3e anniversaire de l'insurrection populaire. Au niveau officiel, les activités ont commencé depuis le 26 où nous avons commandité des prières et des bénédictions sur toute l'étendue du territoire pour le Burkina Faso et pour l'ensemble de ses fils et pour qu'il y ait la paix sociale et pour qu'il y ait l'entente et le développement harmonieux de ce pays-là. Donc l'ensemble de ces prières et bénédictions ont été faites dans les églises, dans les temples et même également au niveau des mosquées où il y a eu des doigts qui ont été effectivement faits.
Alors pour ce qui concerne le clou de la manifestation, c'est le 31, c'est-à-dire demain, où il y a une cérémonie officielle sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, parce qu'il a été recommandé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso et par le Premier ministre, que nous puissions avoir des activités sobres. Et c'est là aussi à la demande des parents des victimes, qui voulaient donc qu'on fasse donc des activités assez sobres, sans de grands tintamarres, et dans une grande réflexion, une forte réflexion, en commémoration donc de ces événements-là. Alors donc le président du Faso, au nom du peuple burkinabé, dans son ensemble, aussi bien pour les vieux que les jeunes, pour les femmes que les enfants, que pour l'ensemble des structures partisanes, donc en tant qu'institution, aura à déposer un gerbe donc à la place donc du monument des martyrs. Et c'est une activité solennelle qui requiert un certain nombre de scénarios qui vont être exécutés, et c'est très important. Il y a également, avant cela, à 10 h, il y aura une sonnerie donc de la sirène et qui va retentir sur l'ensemble du territoire burkinabé et qui va déclencher une minute donc de silence de là où on se trouve. Que cela soit au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, quel que soit ce que vous faites, il est demandé à chaque burkinabé, à partir de 10 h, d'observer une minute de silence pour se remémorer d'abord l'ensemble de ces événements, parce que c'est quand même un acte courageux qui a été fait par l'ensemble de ce peuple burkinabé en quête de liberté, en quête de démocratie, en quête de justice. Et évidemment, ça va rappeler tous ceux qui ont eu, effectivement, à cette occasion-là, soit à perdre donc à verser son sang, soit à être victime de quelque nature que cela soit. Et donc, après donc cette minute de silence, donc le président du Faso va lui-même donc aller porter donc les gerbes là devant donc la place de ce monument donc des martyrs. Alors, j'invite tout le peuple burkinabé. Il y aura des activités qui vont être faites, non seulement à Ouagadougou, mais dans toutes les régions, c'est prévu. Donc, j'invite donc aux populations de participer. J'invite pour ceux qui sont à Ouagadougou, donc à bien vouloir accompagner son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour cet acte solennel qui scelle effectivement la solidarité entre le peuple, le peuple burkinabé, qui scelle donc la mémoire de cet acte, de cette activité qui a consisté à travailler pour sauvegarder la démocratie et pour sauvegarder donc la justice dans notre pays. Et donc bien évidemment vous parlez de mobilisation sociale, absolument, du gouvernement, absolument, c'est très important. Ouais, il y aura donc l'ensemble des institutions, mais le peuple de Ouagadougou, ceux qui sont à Ouagadougou, sont invités à accompagner, donc à être sur la place donc du monument des martyrs à Ouaga 2000 pour accompagner le président du Faso dans ce geste donc empreint de symbolique et qui scelle effectivement donc que le peuple burkinabé est solidaire donc dans des moments souvent les plus difficiles donc qu'il rencontre. Et la décentralisation également avec les 13 régions. Les 13 régions, il y aura donc des activités dans les 13 régions. Déjà, les prières, les doigts ont déjà été faits au niveau des régions. Et demain, il y aura des activités. Ils vont suivre également la minute de silence et la sirène qui va retentir parce qu'il y aura une connexion avec l'ensemble des radios à travers le Burkina Faso pour le retentissement de la sirène à 10 h. Et à partir de 10 h, donc, nous allons avoir donc cette minute de silence et tout le regard sera donc tourné maintenant vers ce dépôt de gerbes, donc de façon symbolique, mais de façon solennelle, donc par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Monsieur le ministre, pour terminer, un message particulier du gouvernement pour cette commémoration de l'an 3 de l'insurrection. Oui, mais effectivement, le message est très simple. C'est d'abord de faire corps donc autour du gouvernement, que dans ces temps-là, ce n'est pas une histoire partisane, ce n'est pas une histoire, c'est toute la nation donc, qui commémore. Donc il faut que les uns et les autres donc, aient le temps de penser à ce qui s'est passé, de se mémorer ceux qui ont donné leur vie, donc pour que la démocratie, pour que la justice et pour que la paix puisse éventuellement en venir. Donc c'est un élément très important. Et j'invite donc ceux qui sont à Ouagadougou
donc ceux qui ont la possibilité de bien vouloir donc venir accompagner son Excellence Monsieur le Président du Faso pour ce geste symbolique, de grande symbolique. Évidemment, c'est à 10h, il est souhaitable que les gens soient là au plus tard à 9h30, parce que c'est des scénarios qui sont prévus. C'est toujours mieux d'être là à 9h30 au monument des martyrs à Ouagadougou. Merci à vous, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur Simeon Sawadgo, d'être passé nous donner toutes ces informations concernant la commémoration officielle de l'an 3 de l'insurrection populaire. Et justement, donc, ce communiqué du protocole d'État, à l'occasion de la cérémonie officielle de dépôt de gerbe par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en mémoire des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 31 octobre 2017 au monument de la place des héros nationaux à Ouagadougou à partir de 8h. L'heure limite est fixée à 9h30. C'est signé la direction générale du protocole d'État. La suite de ce journal, le Premier ministre Paul Kabatiba inaugure une rue dans la capitale burkinabé. Il s'agit de la rue Wemba Poko, longue de 1,5 km. Les travaux ont coûté environ 3 milliards et demi de francs CFA au budget national. Ismaël Silima. Paul Kabatiba donne des coups de pelleteuse et marque du même coup le lancement des travaux de bitumage de la route Wemba Poko. Un peu avant, les techniciens décrivent au Premier ministre que cette route part d'un embranchement de Charles de Gaulle pour rejoindre le boulevard des Tansoba. Longue d'1 km, 650 mètres, les travaux de la route Wemba Poko vont coûter plus de 3 milliards 433 millions de francs CFA. Ce projet va permettre de mettre en œuvre du béton bitumineux, qui est la haute qualité de bitume, va permettre d'éclairer également l'ensemble de cette rue et d'assurer un assainissement convenable avec la réalisation de 2 caniveaux parallèles. Mais vous noterez également qu'il est prévu une piste cyclable de chaque côté de la rue de 3,50 m. Le lancement de ces travaux de bitumage urbain est le début d'une série qui va toucher aussi la ville de Bobo-Dioulasso. La première phase de ce programme que nous lançons aujourd'hui va nous permettre donc de réhabiliter 29 km de voirie à Ouagadougou et de construire 21 km de voies nouvelles dans la ville de Ouagadougou pour les bénéfices donc des usagers. Le lancement de ces travaux survient au 3e anniversaire de l'insurrection populaire de 2014. En cette occasion, une minute de silence a été dédiée aux personnes tombées sur le champ d'honneur. En bref, le président de l'Assemblée nationale échange avec l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina. Le diplomate allemand vient d'arriver dans le pays et est allé présenter ses humanités à Alassane Sakandé, le diplomate allemand que vous avez ici en image. Je le disais en titre, le poste de ministre de la Culture n'est plus vacant dans le gouvernement Paul Kabatiba. Le nouveau ministre s'appelle Issouf Sawadgo. C'est un enseignant du secondaire et ancien secrétaire général du PARA, le Parti pour la Renaissance nationale. Son parcours politique avec Ismaël Silima. Une porte qui s'ouvre et nous voilà dans le domicile du nouveau ministre de la Culture et du Tourisme. Il se nomme Issouf Sawadgo. Il est né le 13 mars 1960. Il est titulaire d'une maîtrise en géographie obtenue à l'université de Ouagadougou. Membre du Parti pour la Renaissance nationale, PARA, Issouf Sawadgo dit être conscient du challenge qui sera le sien. Je dirais un département ministériel, c'est pas une mince affaire. Mais bon, quand on s'incarne sur terre, c'est pour gérer les problèmes. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Après sa maîtrise, obtenue en 1986, Issouf Sawadgo a été professeur d'histoire-géographie depuis lors. Jusqu'en août 2017, il était le proviseur du lycée privé John Kennedy de Ouagadougou. Et dès à présent, il lance un message à ses collaborateurs. Le message que j'ai à donner, c'est que j'invite tout le monde, chacun en fonction de la position qu'il occupe, à donner le meilleur de lui-même. J'ai 57 ans, mais même un enfant de 10 ans
peut sortir une idée géniale que je peux utiliser. Personne ne connaît tout. À tout âge, on continue d'apprendre. Issouf Sawadogo, le nouveau ministre en charge de la culture, est marié et père d'un enfant. En mode politique, le MPP Ganzourgou fait sa rentrée politique à Zorgo sous le signe des défis sécuritaires. Les militants du parti au pouvoir de la province se sont engagés à participer pleinement à la lutte contre l'insécurité. Oumou Sissé. La détermination des forces de défense et de sécurité saluée ici à la rentrée politique du MPP section Ganzourgou. Face aux attaques terroristes récurrentes et à la montée de l'incivisme, ces militants apportent leur contribution pour relever les défis sécuritaires. Nous avons invité nos militants à la vigilance, nous avons invité nos militants à une collaboration franche et fructueuse avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons invité nos militants à la collaboration avec la gendarmerie, avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous les avons invités également à l'information entre elles. À cette rentrée politique, les consignes du parti restent les mêmes. Les militants doivent être des modèles pour les autres citoyens en matière de civisme. L'incivisme ne viendra pas d'ici, d'aucune commune d'ici. Nous sommes sensibilisés et nous nous sommes mis d'accord tous ensemble pour aider les forces de défense et de sécurité, pour respecter le code de la route, pour respecter l'autorité publique, pour respecter le drapeau national. À ce rendez-vous de Zorgo, les militants ont également pris l'engagement de toujours soutenir la politique de développement prônée par le gouvernement burkinabé. Une rencontre qui avait pour thème le MPP face aux défis sécuritaires et à l'incivisme. C'est fini pour la 6e édition de la semaine du ruban rose à Gawa, débutée le 23 octobre dernier. Cette activité a pris fin par le lâcher de ballon ce samedi 28 octobre 2017. Toute une semaine durant consacrée à des activités à la lutte contre les cancers du sein. Issa Kanana. Par ce lâcher de ballon, Sika Kabore, la présidente de la Fondation Kibi, témoigne sa solidarité envers toutes les femmes du monde porteuses du cancer du sein. Un geste imité par la foule ici à la place du Haut-Commissariat du Pony. Tous s'inscrivent dans la dynamique d'Octobre Rose, mois de la sensibilisation contre le cancer du sein. Une action qui marque également la fin d'une semaine d'activité de dépistage du cancer du sein à Gawa. Pendant une semaine durant, ce sont 1057 femmes qui ont été examinées et sensibilisées sur les problèmes de cancer du sein. Sur ces 1057 femmes, il y a eu 3 cas de cancer découverts. Il y a eu 30 cas suspects qui ont bénéficié donc d'une prise en charge complémentaire en termes d'exploration pour approfondir le diagnostic. 98 femmes ont reçu des prescriptions pour réaliser de la mammographie et 15 femmes ont reçu des prescriptions pour réaliser une échographie. Des résultats qui, selon le docteur Charlemagne Ouedraogo, témoignent de l'intérêt de cette campagne de la Fondation Kimi en matière de dépistage et de prévention des lésions cancéreuses. Paris réussi, selon la présidente de la Fondation. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la mobilisation qu'il y a eu. Je pense que nos différents messages ont porté et que toutes les femmes qui sont passées là vont continuer donc à se palper au rythme d'1 fois par mois comme il est recommandé. Nous avons eu beaucoup de demandes concernant le cancer du col de l'utérus et nous réfléchissons à voir comment est-ce que dans un avenir assez proche nous allons pouvoir revenir. Session de formation de sages-femmes, consultation gratuite, apprentissage à l'autopalpation du sein, des émissions radiophoniques sur les cancers du sein ont été entre autres activités menées au cours de cette 6e édition de la semaine du ruban rose ici à Gawa. Au Kenya, sans surprise, Uhuru Kenyatta remporte la présidentielle kenyane avec 98,26% des voix, un score stalinien. L'élection du 26 octobre dernier avait été boycottée par le principal opposant, Raila Odinga.
le Kenya s'enlise dans la crise électorale. Des heurts ont à nouveau éclaté ce vendredi dans la banlieue de Nairobi où des partisans de l'opposition ont mis à sec des commerces dans des quartiers censés abriter des soutiens du gouvernement. Une opposition qui s'estime flouée alors que l'élection présidentielle de jeudi n'a pas pu se dérouler dans 4 comtés du pays pour des raisons de sécurité. Le vote qui devait se tenir ce samedi n'a pas pu avoir lieu. Il a été de nouveau reporté dans ses fiefs du candidat Raila Odinga, principal adversaire du président sortant Uhuru Kenyatta. Le scrutin qui s'est initialement tenu le 8 août dernier a déjà été annulé puisqu'entaché d'irrégularités selon la Cour suprême. La commission électorale doit se prononcer sur le résultat des opérations électorales d'ici ce jeudi. Et puis, décédé dans la nuit du 27 octobre dernier, l'ancien gardien de but des étalons du Burkina, Abdoulaye Soulama, a été inhumé hier dimanche après-midi au cimetière municipal de Banfoura, sa ville natale. Regardez. Moment difficile ce jour dans la famille d'Abdoulaye Soulama, au secteur 2 de Banfoura. Rappelé à Dieu dans la nuit du 27 octobre dernier, l'international gardien de but des étalons de Burkina Faso de 1998 à 2015 reçoit ici les derniers hommages de ses compatriotes. Après la prière, direction est prise pour le cimetière municipal. Là aussi, les mérites de l'homme sont rappelés. L'amicale des anciens footballeurs de Burkina, qui revient sur les passages glorieux du sportif, le tout couronné par une brillante carrière internationale, assortie d'une médaille d'officier de l'ordre national. Le message du capitaine des étalons, Charles Kaboré, livré par le président de la Fédération burkinabé de football. Abdoulaye Soulama, c'est avec une grande tristesse que nous, étalons, avons appris dans la nuit du vendredi 27 octobre dernier ta disparition. Pendant de longs mois, tu as lutté contre la mort à l'image de ta combativité toujours remarquée sur les différents stades du monde que tu as parcouru. La consternation est grande dans la cité des paysans noirs en particulier. Mais tous affirment s'en remettre à la volonté du bon Dieu. Abdoulaye Soulama, c'était un frère très gentil, généreux, jovial. Il était gentil avec toute la famille. C'est un élément qui a été valable sur tous les plans. Sur le plan sportif, il a vraiment défendu les honneurs de notre pays. À 38 ans, Abdoulaye Soulama laisse derrière lui une famille profondément croyante. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.